Alors, c'est un média que j'ai découvert sur TikTok en 2020, au moment où il se lançait en France. Mais au Canada, c'est un carton chez les jeunes. Et c'est un carton depuis 20 ans. Alors moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler avec Philippe Lamarre, son cofondateur, et j'ai réussi à l'attraper lors d'un passage rapide en France. Et comme il dit, ça a tout de suite cliqué entre nous. Alors comment on fait pour cartonner chez les jeunes pendant 20 ans? On s'organise comment? Comment on fait pour s'affranchir des réseaux sociaux? Alors surtout en ce moment au Canada, c'est vraiment très très dur pour les médias sur les réseaux sociaux. On vous expliquera pourquoi. Et comment Urbania tient alors que Vice et BuzzFeed ont jeté l'éponge. Alors c'est à écouter tout de suite dans ce premier numéro de la saison 2 de Story of Stories, le podcast qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial. On s'est improvisé producteur télé alors qu'on ne l'était pas du tout au départ. Et puis on s'est mis à produire, puis on a découvert il y a des sous en télé. Les jeunes aujourd'hui, ils suivent des incarnations, ils suivent des individus. Meta, c'est pas dans leur plan futur, les médias. Je pense qu'ils ont tout siphonné en termes de ce qu'on pouvait leur apporter. Et nous, on le dit chez Urbania, on fait de l'argent pour faire du contenu, on fait pas du contenu pour faire de l'argent. Alors Philippe Lamarre, on va se tutoyer. S'il te plaît. Alors on se connaît pas dans la vie, mais on se connaît depuis 10 minutes et ça clique. ça clique, voilà. Alors donc tu es cofondateur et président d'Urbania. Urbania, c'est un groupe média canadien basé à Montréal et qui fête cette année ses 20 ans. Voilà. Alors le navire amiral, c'est donc le média Urbania, donc c'est une marque frondeuse dont l'objectif, la promesse éditoriale, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. On va y revenir. Est-ce que ça te va si je dis que c'est, on dirait, dans les univers de Vice, Combini, Society? Que c'est des références qui... Ce sont de bons comparatifs. J'ajouterais peut-être Vox Media aux États-Unis. Vox, ouais. Oui, qui est une inspiration. Mais c'est certain que Vice, qui est né aussi à Montréal, est un peu notre cousin anglophone, un peu cynique, mais qui nous a quand même inspiré sur leur développement, leurs ambitions. Moi, j'ai tout lu sur Vice et ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je trouve que vous avez, on va y revenir, hein, vous avez, avec le fondateur de Vice aussi, il y a des similarités. On va voir comment vous vous êtes lancé, avec effectivement un magazine que vous avez lancé. Juste pour resituer pour nos audiences qui ne connaissent pas forcément Urbania. Alors, Urbania, c'est très important au Canada. Au Québec, je dirais davantage, mais très important dans le sens où, ça fait 20 ans qu'on existe, donc on les a eu à l'usure. Ouais. Mais aussi parce que, justement, dans les médias qui s'adressent aux jeunes audiences puis qui ont réussi à perdurer au fil des années, à trouver un modèle d'affaires, on est un des rares. Puis je dis ça sans me vanter, parce que j'ai vu beaucoup de médias naître au fil des années et mourir. Mais nous, on a réussi à naviguer à travers les intempéries. Tandis qu'en France, vous avez beaucoup plus de jeunes médias qui se sont créés, il y a beaucoup plus de population. Donc, on a un peu la chance d'être dans un cercle plus fermé qu'en France. Mais on a décidé quand même de venir de l'autre côté de l'Atlantique pour jouer dans le monde des grands. Alors justement, il va y venir. Donc, le groupe Urbania, c'est le média Urbania, j'en parlais, c'est dehors, consacré aux activités en plein air, c'est Urbania Studio, d'abord en termes de médias, c'est 4,95 qui raconte l'histoire des humains qui réinventent la finance personnelle, c'est dehors, donc je l'ai dit, c'est Urbania Studio, donc une agence de contenu pour la marque, c'est Urbania TV, une maison de production, on va en parler aussi, c'est Folklore, un atelier qui conçoit des expériences interactives. Et depuis 2020, donc au moment du Covid, donc Urbania France, vous avez monté un média en France avec une équipe française. Oui, des associés français, des partenaires, oui. C'est effectivement né, mon associé Florent Peffer, que j'ai rencontré par l'entremise d'un ami français qui habite à Montréal, Sylvain Lombroso. On a été introduit, ça a cliqué. Florent avait développé son activité avec une entreprise qui s'appelle UB Live, donc il faisait du live. Donc c'est un ancien journaliste justement qui, après son expérience à iTélé, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis on s'est rencontrés. Moi j'ai dit, écoute, j'aimerais lancer un média en France. Puis Florent, lui, il faisait de la production live en France. Puis donc il n'y avait pas le côté média qui lui manquait de son ancienne vie. Puis on a dit, mais il me semble que si on mettait nos activités ensemble, on serait plus forts tous les deux. Un ancien de CNews, tu me disais. De iTélé. iTélé, pardon. Ne pas confondre. L'ancêtre de CNews, mais avec une ligne éditoriale un peu différente. Bien sûr. Avant le rachat par le groupe Bolloré. Voilà. D'accord. Et donc vous avez fait un échange d'actions et aujourd'hui, vous avez 20 personnes qui s'occupent du média Urbania en France. On va y revenir. Oui, qui s'occupent
en partie du média. Donc, il y a des journalistes, mais il y a aussi des équipes de production, il y a des équipes de distribution numérique. Donc, c'est vraiment c'est l'équipe entière. On est vraiment un groupe un petit peu... De la même manière qu'on a bâti l'équipe de façon diversifiée au Canada, on a le même modèle pour la France. Mais c'est une belle équipe déjà, même en incluant effectivement les métiers support, etc. 20 personnes pour un média. C'est un bon début, mais c'est certain qu'on a des ambitions encore plus grandes. Alors, on va y revenir. Donc, Philippe, moi, je te propose de parler de l'idée, comment donc, est né Urbania, l'exécution, comment tu pilotes tout ça, comment tu pilotes avec tes équipes, évidemment, tout ça, des chiffres du succès et de ta routine éditoriale, on va y revenir. Alors d'abord, l'idée. Alors comment ça se passe? Donc vous êtes dans une agence. Moi, je suis devenu entrepreneur parce que j'ai un problème avec l'autorité. Donc j'ai essayé de travailler pour d'autres au début de ma carrière. C'est ça, travailler dans une agence, Toxa, c'est ça? Ben ça, c'est l'agence que j'ai fondée, mais j'ai travaillé pour d'autres agences, des agences existantes qui m'ont foutu à la porte de façon cavalière. Et après 3 fois, je me suis dit, bon, là, il y a un pattern en train de s'installer. Donc j'ai dit, je suis sûrement mieux de prendre mon destin en main. Donc j'ai fondé mon entreprise, ça s'appelait Toxa. C'était une agence de design et de communication. Donc, moi, je suis designer de formation, j'ai étudié en design, mais j'ai hésité entre le journalisme et le design, mais je me suis dit, allons en design, c'était mon côté créatif qui avait envie de s'exprimer. Mais tu n'as pas trop hésité, parce que Urbania, il y a une composante graphique très forte. Ça fait partie de... pour moi, le contenant, c'est du contenu. Donc, moi, dans ma philosophie, je ne fais pas de distinction entre le fond et la forme. Pour moi, c'est les deux ensemble qui font la force du contenu. C'est une très travaillée, etc. Mais c'est ça. Donc, c'est ça, on a lancé notre agence de com, on avait des clients, puis comme j'ai un problème avec l'autorité, chaque client était un peu mon patron. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais inventer pour ne vraiment avoir personne qui me dit quoi faire? Puis c'est là qu'on a décidé de faire un magazine. C'est vraiment sur un coup de tête. On était au mois de mars 2003. J'ai regardé mon calendrier, j'ai dit, ça y est, le 21 juin 2003, on lance un magazine. Puis là, j'ai rassemblé mon équipe autour d'une table. J'ai dit, on fait un magazine. Puis j'étais avec Vianney Tremblay, mon ami d'enfance à l'époque, et puis on a décidé de prendre une partie des profits qu'on faisait avec l'agence, puis on a dit on fait un magazine avec ça. Puis un trimestriel au début. Un trimestriel, mais honnêtement, le premier magazine, c'était presque quand tu as une bucket list dans la vie, j'ai envie de faire un magazine. OK, c'est coché, j'en ai un, mais on avait mis des cartons d'abonnement, il y a eu des abonnés, il a fallu en faire un deuxième. C'est presque, tu sais, il n'y avait pas de plan d'affaires, il y avait juste le désir d'une bande de potes de faire un objet culturel tous ensemble, mais on n'avait pas vu ça comme une entreprise, comme quelque chose, on réalisait pas qu'on était en train de créer un cycle infernal de trimestriel où à chaque 3 mois, il fallait livrer un magazine, envoyer un imprimeur, faire des nuits blanches. Mais ça a été une espèce d'extase créatif où, justement, le fait d'avoir de la liberté, de pouvoir prendre parole en public, de publier quelque chose, d'avoir des réactions des audiences, d'aller en kiosque, de voir notre magazine, c'était gratifiant. Et commercialement, même si on prenait les profits de nos projets lucratifs pour le financer, ça a attiré des clients qui étaient plus intéressants que ceux qu'on avait avant. Donc, ça a été aussi une carte de visite pour développer nos activités commerciales. De l'agence. De l'agence, exactement. Mais ça a pris du temps avant de décoller. Donc, vous êtes un an. Je dirais que la première année, c'est un petit peu comme tu publies un magazine, puis moi, la première édition, on en a imprimé 5000. Bon, on en a distribué beaucoup gratuitement, mais après ça, on les a mis en kiosque, puis je pense qu'on en a vendu 237. Donc, c'est certain que c'est... Le chiffre t'est resté. Ah oui, je me souviens encore de recevoir le rapport de vente, puis moi, je m'étais dit, les gens vont sauter sur ce nouveau magazine, il est extraordinaire, et absolument pas. Je pense que je m'étais raconté une histoire à moi-même. Cependant, on en a fait un deuxième, un troisième, puis à un moment donné, des médias se sont mis à parler de nous. On a augmenté la qualité parce qu'on est devenu meilleur, parce qu'on n'était pas des gens qui provenaient de la presse écrite, on était des gens qui venaient du design, de la com, qui inventaient un média, donc c'était amateur, entre guillemets, dans le sens qu'on le faisait comme on pensait, pas comme on avait appris. Et puis, donc, c'est ça, après un an, les médias se sont mis à parler de nous. On a été invités à des émissions de radio, on a augmenté le nombre d'abonnés, des meilleurs annonceurs, des meilleurs clients. Donc, ça crée un effet boule de neige qui a fait en sorte que, d'un côté, nos activités commerciales allaient mieux, on avait de plus beaux clients, des clients plus intéressants, et de l'autre, le magazine devenait plus connu. Et puis, de fil en aiguille, après 2 ans, moi, je me suis fait interviewer par une fille de Radio-Canada, l'équivalent de Radio-France ici, à qui une fois qu'elle a fermé son micro, j'ai dit j'ai envie de faire la télé avec Urbania un jour. Puis 2 semaines après, elle me rappelait, puis elle était en train de préparer une émission pour RTV, l'équivalent d'Arte au Québec. Et puis elle m'a dit veux-tu embarquer? Puis moi, j'ai fait semblant de savoir que c'était quoi produire du contenu pour la télé. Puis j'ai dit oui. Puis on a produit des formats courts. Et puis ces formats courts ont été vus par TV5 Canada, donc la chaîne TV5 qui est installée au Canada. Et puis ils nous ont dit c'est cool ce que vous faites en minutes, vous n'avez pas envie de faire une série documentaire. Et là, donc, on a comme créé notre chance, on a parti notre boule de neige, pour utiliser une belle expression québécoise.
Mais en saisissant les opportunités aussi qui se présentaient. Ben oui, mais en les créant, dans le sens que de lancer un magazine, de dire que j'avais envie de produire de la télé, ça fait venir des opportunités vers nous. Puis après ça, on s'est improvisé producteur télé, alors qu'on ne l'était pas du tout au départ. Et puis on s'est mis à produire, puis on a découvert, il y a des sous en télé. Et là, parce que c'était vraiment une différence. Le magazine, on le faisait avec 3 clopinettes, on vendait la pub nous-mêmes, c'était vraiment un projet de potes. Puis tout d'un coup, en télé, on se faisait donner $1 million pour réaliser une émission de télé et un site web. Donc là, c'était OK, on peut vraiment devenir des professionnels du contenu. Là. Il y a un truc là, il se passe quelque chose. Ouais, on a compris que... Mais tout ça est aussi possible parce que vous avez une ligne éditoriale originale, vous avez un projet éditorial. Est-ce que déjà c'est le cas ? Est-ce que vous avez à cette époque une vision claire de comment vous voulez raconter ces histoires, un ton qui est celui d'Urbania aujourd'hui ? Ben, au début, je vous avoue qu'on avait l'intention, le rendre l'ordinaire extraordinaire, il s'est installé au fil du temps, mais moi je savais qu'on voulait faire un magazine qui célèbre les gens ordinaires. Donc c'était déjà sur la première une qu'on a publiée, c'était un kidam qu'on avait vu sur la rue à Montréal, qu'on avait envie de mettre en couverture, c'était un motard à vélo, une espèce de personnage hors norme, une icône. Mais donc, l'impulsion de départ, c'était de célébrer les gens ordinaires, c'était d'aller rencontrer des kidams et de raconter leur histoire. Mais de fil en aiguille, ben, on a affiné le côté un peu frondeur, c'est venu beaucoup des unes d'Urbania. Donc, on avait des trucs très provocateurs. On a mis des pénis sur des couvertures, on a mis des célébrités québécoises en maillot qu'on n'avait jamais vu en maillot de bain. Donc, vraiment des coups d'éclat. Dont certains ont posé, si je comprends bien, si j'ai bien compris. Il y a eu des gens qui ont posé aussi, ou c'est des montages tout le temps ? Non, c'est des gens qui ont posé. Puis à un moment donné, quand Urbania était rendu cool dans la société québécoise, ben là, les célébrités acceptaient de jouer le jeu avec nous parce qu'ils savaient qu'on les sortait un peu de leur casting. Mais donc, on est devenu un peu un terreau de liberté créative. Donc, autant pour des publicitaires qui avaient envie de faire des pubs décalées, qui achetaient des pubs chez nous pour justement faire voir leur meilleure création, que des personnalités qui avaient envie d'être vues différemment. Puis nous, au fil du temps, bien, on a affiné un petit peu ce qu'on avait à dire. On avait envie de bousculer l'ordre établi. C'était, mon moteur à moi, c'était vraiment là. Je trouvais que les médias étaient devenus un peu paresseux dans leur façon de faire. Ils s'adressaient à la génération précédente. Moi, je veux dire, je suis un jeune X, on va dire, là, mais c'était beaucoup les vieux X et les boomers qui étaient au pouvoir. Puis ils s'adressaient à eux. Donc, nous, on a cultivé une jeune audience dès le départ. C'était vraiment, notre esprit était jeune, on était jeune. J'étais jeune à l'époque. Donc, ça fait en sorte qu'autour de 2012-2015, quand les réseaux sociaux sont arrivés, quand Vice est arrivé, le mot « millennial » est arrivé aux États-Unis dans le monde du marketing, là, soudainement, on est devenu au cœur, on n'était plus le petit joueur qui arrive à côté, là, on était ceux qui parlent aux audiences jeunes au Québec. Donc, oui, parce que Vice existait peut-être déjà avant, mais n'était pas très connu, parce qu'ils ont lancé d'abord un fanzine qui est devenu après un groupe international et qui, plus récemment... Mais Vice, ils ont été lancés une dizaine d'années avant nous. À Montréal. C'est ça, ils étaient lancés avant vous, mais par contre, ils n'étaient peut-être pas dans le radar au moment où vous vous êtes lancés, non ? Ils étaient dans le radar. Ils sont allés à New York en 2005. Ils ont quitté Montréal en 2005, et puis nous, on a été lancés en 2003, donc on les a toujours vus évoluer, puis ils n'étaient pas très loin de nous. Mais c'est ça. Alors, on va y revenir parce que moi j'ai des questions à te poser par rapport à ça. Mais d'abord, sur le projet éditorial, tu m'as répondu, et l'importance aussi du graphisme. Il y a aussi l'importance du papier. Mais là, le papier, il existe un peu moins. Donc, vous avez pris, je crois, il y a 3 ans, une décision d'arrêter parce qu'il n'y a plus de modèle économique autour des magazines papier. En fait, il n'y en avait pas depuis longtemps. Nous, le magazine était... Je disais aux gens, quand les gens me demandaient si c'était rentable, je disais c'est rentable si je ne regarde pas tous les frais. Donc, c'est une façon de me convaincre moi-même de pourquoi on continue à faire ça. Parce que j'aime bien. Avec un bon fichier Excel, on peut faire plein de choses. Oui, en fait, si tu ne regardes pas certaines colonnes, effectivement. Voilà. Non, mais c'était un projet qu'on faisait pour la marque. C'était un positionnement, le magazine. Puis finalement, c'est ce qu'on faisait en télé, c'est ce qu'on faisait sur le web qui rapportait des vrais sous. Et puis, au début du COVID, à un moment donné, on était en mode est-ce qu'on sauve des emplois ou il fallait couper quelque part. On a coupé le magazine parce que là, il fallait se concentrer sur le numérique. Mais il demeure que l'objet papier a fait en sorte de créer la marque. On faisait un événement à chaque lancement de magazine, les gens venaient, les gens le tenaient à leurs mains. Donc, ça a rendu tangible la marque Urbania. Aujourd'hui, c'est ce qui me manque un petit peu. Il y a ces fameuses unes aussi parce que moi, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des interviews, évidemment, avant notre entretien, et il faut se représenter les choses. Mais effectivement, à Québec, les gens qui t'interrogent, tout de suite, ils te parlent de telle ou telle couverture qui les a marqués. Donc, c'est l'importance de ces contenus un peu vraiment mémorables. En fait, puis la raison pour qu'on faisait des unes, parce que c'est notre campagne de pub. La une, c'est notre façon d'exister en kiosque. Donc, nous, on se battait contre des grands groupes médias qui peuvent acheter des espaces de pub, qui peuvent acheter des espaces dans les kiosques. Nous, quand on arrivait avec un truc scandaleux, en fait,
on se faisait donner les espaces premium en kiosque parce que les préposés des kiosques aimaient nos unes et les trouvaient cool. Donc, ça a été un peu notre force de Jedi. Ça a été vraiment d'arriver avec des idées décalées, de trouver des collaborateurs, des photographes qui travaillaient dans la mode, qui venaient faire des trucs complètement fous. Donc, ça a été, on a utilisé notre créativité vraiment comme un outil marketing pour nous positionner dans le marché puis marquer l'imaginaire. Ouais, la force, la puissance de la créativité pour émerger et pour s'installer. En fait, c'est tout ce qu'on avait. Donc, il y a des gens qui ont des sous. Nous, on a des idées puis on a de l'énergie pour les réaliser. J'entendais récemment une conférence. Alors, c'était quelqu'un de LinkedIn qui disait voilà, si vous voulez avoir de l'impact sur LinkedIn, c'est un autre univers, hein, c'est pas du tout le même univers. Vous pouvez faire de la publicité et vous avez 2 leviers pour avoir beaucoup d'impact. Vous avez un premier levier qui est investir. Alors, plus vous investissez, plus vous allez avoir impact. Et puis, un deuxième levier, c'est la créativité. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, ayez beaucoup de créativité, ça va vous permettre de compenser et d'aller chercher effectivement Le bon contenu voyage beaucoup plus facilement de façon organique quand c'est bon. Alors, on va enjamber ces 20 dernières années. Alors, on va reparler de l'exécution, évidemment. On va parler de l'exécution. Mais avant, pour ces 20 ans, tu t'es offert donc un livre sur les 20 ans d'Urbania, donc écrit par Tatiana Polevoy. Et tu viens d'annoncer, tu as annoncé, je pense, avant l'été ou peut-être après l'été, la création de l'agence de talent. Oui. En plus des projets que j'ai cités. C'est quoi l'idée derrière ? L'agence du talent, le livre? L'agence du talent. Bon, un peu les deux. Allez. Le livre, c'est plus un bilan de tout ce qu'on a fait, mais en fait, c'est vraiment Tatiana Polevoy qui parle à 80 personnes qui ont gravité de près ou de loin. En fait, le but du livre, c'est un petit peu de nous inscrire dans le paysage sociétal québécois, de montrer quel impact on a eu, pourquoi on est né en 2003, qu'est-ce qu'il y avait dans l'air à ce moment-là. Donc, c'est plus un devoir de mémoire pour tout le travail qu'on a fait depuis 20 ans. L'agence de talent, c'est plus né d'une réflexion que j'ai beaucoup sur la transition qu'on vit dans le monde des médias en ce moment, où moi j'ai grandi, où le matin, j'allais ouvrir la porte, je prenais un journal dans mes mains, je lisais le journal La Presse, qui était mon journal, j'ouvrais la télé à Radio-Canada le soir, donc je regardais des chaînes, des marques médias. Mon référent médiatique, c'était des marques institutionnelles. Ah oui? Mais les jeunes aujourd'hui, ils suivent des incarnations, ils suivent des individus. Donc, comme média, on va dire, moi, on a un média qui a 20 ans, on se pose des questions sur notre pérennité, comment on va se transformer, comment on va évoluer. Mais c'est certain que, oui, on le sait qu'on a des journalistes que les gens suivent et tout ça, mais ça demeure quand même que même quand on est dans le monde numérique, la distribution des contenus, l'amplification, on a besoin des individus qui ont cette force de frappe-là et parfois des individus deviennent plus puissants que des marques médias. Il y a des YouTubers français qui sont plus forts que certains grands médias français à titre individuel. Donc, c'est là qu'on a vraiment décidé, eu l'idée, en fait, de commencer à regarder les talents qui gravitent autour de nous, des talents qui ont les mêmes valeurs que nous, en tout cas en adéquation avec la marque Urbania. Et on s'est associé avec une agente de talent au Québec qui est respectée et qui travaille bien, qui est intelligente et qui comprenait le projet qu'on voulait faire. Donc, on s'est vraiment associé dans un projet avec quelqu'un qui avait l'expertise d'accompagner des talents dans leur carrière et de les gérer. Ce qui n'est pas celle d'un entrepreneur qui a des employés. Je me suis rapidement aperçu que c'est 2 métiers. Gérer des employés et gérer des talents, au début, je me suis dit que ça doit être similaire, mais c'est que quand tu gères des talents, c'est que tu gères des égos, tu gères des gens qui ont de l'ambition, tu gères des moteurs, des gens qui... Donc, c'est plus un accompagnement de carrière que d'être un patron d'employés. C'est pas la même façon de faire. Et c'est un modèle que tu vas développer aussi en France oui, c'est un modèle que j'ai vu d'ailleurs. J'ai regardé un petit peu le marché français avant de lancer ça. Tu as Webedia qui est le gros acteur du secteur. Oui, mais il y a d'autres firmes de représentation de talent, des agences de talent justement dans le créneau des contenus intelligents qui ne sont pas des influenceurs avec le côté un peu péjoratif qu'on peut associer au terme influenceur. Donc, bien sûr. Ben, c'est ça. Donc, il y avait des agences comme ça en France. Il n'y en avait pas au Québec, mais c'est certain que d'avoir un réseau de talent structurant, ce serait bien de l'avoir en France. Alors, on a parlé de l'idée. Allons sur l'exécution. Alors, il y a une question. Alors, d'abord, je vais parler un petit peu de ce que vous faites. Alors, j'ai été regarder sur Urbania France. Alors, on va trouver effectivement des rubriques qui sont assez sympas. Enfin, c'est vrai qu'une super titraille type actu plat dessert, l'actu passé à la casserole, j'adore, ou c'est pas sourcé, on va regarder effectivement les définitions de certains mots. Et puis, il y a des angles un peu barrés, type les nouveaux mots du cul. Ouais. Moi, ça m'a fait marrer. Et puis, des trucs un peu plus sérieux, ou avec un ton, quand même, 5 trucs qui prouvent que tu es lesbienne. Là, on commence déjà. Et puis, des enquêtes aussi. Enfin, qui est vraiment Serge Gainsbourg ? Faut-il repenser notre relation au travail ?
Donc il y a quand même une variété de contenus avec un vrai ton, une patte. Moi, la question qu'on doit te poser tout le temps, mais je vais t'embêter là-dessus, je veux savoir. La question qu'on te pose tout le temps, c'est depuis 20 ans, vous adressez en fait aux 25-35 ans, 25-35 ans, c'est le cœur de la cible. Voilà, cœur de cible. Comment on fait pour toujours être moderne et réussir en fait à s'adresser à une cible, à cette même cible? La rédaction vieillit, enfin, voilà, moi je suis bien passé pour le dire, ouais. Voilà, etc. On prend tous un petit peu d'âge. Comment on s'organise pour réussir à être toujours pertinent auprès de cette cible? Ben moi, le seul truc que j'ai trouvé au fil des années, puis j'ai commencé assez tôt, ça a été de confier, de donner les clés à des gens plus jeunes, des gens qui ont des valeurs qui sont vraiment proches de la cible, puis de leur donner beaucoup de liberté, puis de leur dire de créer du contenu ou un média tel qu'ils aimeraient en voir un. Donc, c'est pas de leur donner des indications sur de quoi parler, comment le faire, et c'est vraiment de donner de la liberté aux gens, puis de créer le contexte pour que ces gens-là s'épanouissent et fassent le meilleur travail de leur vie. Mais il faut être jeune pour parler aux jeunes? Ben, en tout cas, pour avoir des préoccupations de jeunes, je pense que c'est mieux, mais on peut rester jeune de cœur, d'esprit. Cela dit, je pense que, là, j'ai 48 ans, mes préoccupations sont plus les mêmes que celles que j'avais à 30 ans ou même avant d'avoir des enfants. Donc, c'est la nature de la vie. On est avec une espèce de fougue et tout ça, puis en vieillissant, on s'embourgeoisit. On est plus attaché au confort. La jeunesse, c'est l'inconfort, c'est le challenge, c'est refuser. Oui, puis c'est embêter les gens, puis c'est dire des choses avec lesquelles même ton patron n'est pas d'accord. Puis moi, j'accepte qu'on publie des choses dans Urbania qui ne s'adressent pas à moi ou que des valeurs que je ne partage pas immédiatement par rapport à certains enjeux de société. Mais c'est correct, moi, je suis le vieux, je suis devenu le vieux de l'équation, puis c'est normal que les jeunes m'embêtent. Mais tu joues sur le... Enfin, il y a un turnover chez toi qui fait que tu as toujours une génération je dirais, à la rédaction en chef chez toi. Enfin, comment ça se passe? Parce que... Ben, c'est un équilibre. C'est pas, on n'a pas que des jeunes. On a vraiment des gens de tous âges, de tous horizons, toute classe sociale aussi, de plusieurs ethnies, Le but, c'est vraiment d'avoir une mixité, mais d'avoir un esprit jeune. Mon job à moi, c'est de garder cet état d'esprit où les gens... Où je dis aux gens, moi, je vais être déçu si vous n'essayez pas. Ça veut dire aussi beaucoup... comment vous faites pour rester connecté? C'est aussi dans votre veille, dans ce que vous regardez, les gens que vous suivez, etc. Ben c'est dans le casting des gens avec qui on travaille. C'est d'identifier des gens qui ont du flair, des gens qui ont du chien, des gens qui ont envie de changer les choses. C'est vraiment... Puis je pense que le rôle d'un patron d'une boîte dont le métier, c'est de trouver des talents, créer des choses, c'est de trouver les meilleurs talents. Mon job, c'est d'avoir le pif pour trouver des gens qui ont en eux quelque chose d'unique, quelque chose à dire, puis de leur donner une tribune, de leur donner des moyens pour créer ce qu'ils ont envie de créer. Ça, c'est mon job. Moi, si j'avais une chose, le talent que j'ai dans la vie, je pense, c'est de trouver des gens. Alors, il y a 80 personnes que tu as trouvées. Donc, pas tous. Hein. Là, j'ai une équipe. Hein. Là, je veux pas... d'autres personnes qui sont recrutées par d'autres personnes. Mais non. Donc, vous avez tu as 80 personnes en fait, à Montréal. Juste pour qu'on comprenne comment ça fonctionne, un média avec autant, avec plusieurs médias et avec studios, etc., etc. Est-ce que tu peux me dire quelle est globalement un peu la répartition entre les différents services? Voilà. Est-ce que tu peux me dire à peu près... Écoute, du côté du média, on est quoi, 25 personnes, incluant journalistes, réalisateurs, monteurs, équipe de gestion. D'accord, c'est un quart. Un quart. Côté studio, entre 15 et 20, une quinzaine de personnes. Mm-hmm. Puis côté prod télé, ils sont 23, 24. Ah, c'est équilibré, hein? C'est relativement équilibré. C'est à peu près les mêmes tailles de... C'est à peu près, mais après ça, la partie télé fait un plus gros chiffre d'affaires parce que quand on vend une production télé, c'est un gros montant. Mm-hmm. Cependant, c'est beaucoup de pigistes, donc c'est beaucoup des externes qu'on embauche pour faire les prods. Du côté média, on a vraiment une équipe interne avec un peu de pige. Du côté studio, c'est beaucoup des équipes de développement commercial, des équipes de création qui travaillent en collaboration avec les marques. On a des designers qui travaillent à la fois pour l'éditorial, le commercial et la télé. On a des développeurs technologiques qui développent nos outils, qui travaillent, je dirais, à moitié pour le média, puis nos outils technologiques, puis à moitié pour des clients. La télé travaille pour des clients qui sont des diffuseurs, puis on a une équipe administrative de gestion qui est transversale, qui travaille avec un peu tout le monde. Mm-hmm. Donc, c'est assez équilibré, puis ça s'est fait un peu par la force des choses au fil du temps, mais
moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'est que pour bâtir une entreprise média qui tient la route, il faut diversifier ses sources de revenus. C'est que quand tu dépends d'un seul type de revenu, tu n'es pas à l'abri des intempéries. Alors, je vais te poser la question, ce sera dans les chiffres du succès. Mais d'abord, une autre question importante, c'est le média est distribué, il est distribué notamment sur les réseaux sociaux comme tous les médias numériques. Ouais. En ce moment, on est dans une période compliquée en fait au Canada de ce point de vue-là. Le gouvernement canadien donc, a voté une loi. La loi C-18. Absolument. Et Meta a décidé effectivement de ne pas se... Le principe de la loi, c'est que les réseaux sociaux vont devoir rémunérer en fait les médias pour utiliser leur contenu, et Meta a décidé donc de ne plus diffuser les contenus des médias. Ouais. Et Google menace de faire la même chose. Il y a une menace, je crois, à fin décembre. Ouais. Donc bon, comment on fait alors, d'abord, est-ce que c'est grave, docteur? C'est grave, oui. C'est une situation qui est grave. Le gouvernement canadien s'est inspiré d'une loi qui a été mise en place en Australie. Mm-hmm. Donc, le gouvernement australien a menacé d'introduire une loi où il y aura un partage de revenus avec les éditeurs. Donc, c'est toujours Google et Meta qui sont les deux plateformes qui sont visées. Et en Australie, il y a un grand patron de presse qui s'appelle Rupert Murdoch, qui a fait en sorte qu'ils se sont allés à la table, ils se sont entendus. Google et Facebook et Meta ont accepté de verser des sous que les médias se sont partagés. Donc, la loi ne s'est jamais passée. Donc, la loi n'a jamais été votée en Australie. Tandis qu'au Canada, ils ont pris un peu le même parcours. C'est à peu près la même chose en France. Hein. On l'avait couvert. Je ne me rappelle plus les modalités de l'échange avec les médias, mais je crois qu'il y a un fonds qui a été créé. Enfin, voilà. En tout cas, en Australie, ils n'ont jamais dévoilé les montants précis, comment c'est réparti, mais c'est toujours des ententes assez confidentielles. Au Canada, la loi a été votée. Donc, ils n'ont même pas menacé d'introduire la loi. Elle a été votée. Et là, Meta a dit, nous, on n'est pas d'accord avec le principe de base de la loi, qu'il n'y ait pas de plafond, qu'on nous oblige à négocier avec tous les médias, petits, moyens, gros. Donc, on bloque les contenus. De toute façon, Meta, ce n'est pas dans leur plan futur, les médias. Je pense qu'ils ont tout siphonné en termes de ce qu'on pouvait leur apporter. Donc, on leur a amené des audiences, ils les ont captés, ils ont fait des beaux profils de données de chacun des membres d'Instagram, Facebook, WhatsApp, peu importe leur... Et là, ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont coupé l'onglet News, hein, d'ailleurs. Partout. Même en France, ils ont coupé l'onglet News. C'est clair, là, tous les médias en ce moment, on le sait, on voit nos chiffres de trafic qui proviennent de Meta. Et ça diminue sans cesse. Donc, eux, c'est clairement plus une priorité pour eux. Donc, ce qui se passe au Canada, c'est juste un accélérateur. C'est leur façon de donner une leçon à tout le monde, de prévenir tout le monde. Voici ce qu'on fait au Canada. Les news, on s'en fout. Tu me montrais les chiffres de la plateforme Facebook. Effectivement, tout à l'heure, 5 partages. En fait, j'ai de la chance, quand je suis en France, j'ai accès au compte Urbania canadien. Mais effectivement, c'est déprimant. C'est un petit peu l'impression qu'on publie dans le désert. Puis les seuls chiffres qu'on voit, justement, les 5 ou 10 likes qu'on a sur les publications, c'est parce que sur les desktops, les contenus apparaissent encore. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'anomalie dans le blocage. Mais là, ce qui commence à nous faire peur, puis moi, j'ai des discussions chaque semaine avec d'autres éditeurs, là, c'est la menace de Google de faire pareil. Oui, parce que là, c'est la même chose. Là, c'est que si on arrive en décembre et que le même Google bloque les contenus, la loi devient caduque parce que là, il n'y a plus personne à qui l'appliquer. Donc, pourquoi? Si le seul impact de la loi, ça va avoir été de bloquer nos 2 canaux de distribution principaux, c'était pas génial comme projet de loi. Donc, en ce moment, la ministre de la Culture canadienne a vraiment un gros dossier sur les bras. Elle sent la pression. Tous les éditeurs lui parlent. Donc là, c'est vraiment un enjeu politique où c'est le gouvernement canadien qui doit s'asseoir et de faire une façon de soit faire atterrir un deal avec Google, auquel cas la conséquence de la loi aurait été d'aller chercher un peu d'argent de Google, mais nous, on est privé des plateformes de Meta. Ce qui est quand même un peu chiant quand tu t'adresses à une audience jeune. Oui, Instagram, Facebook, on s'en fiche. Mais... au Canada, c'est moins ringard. Oui, c'est devenu vraiment plus que c'était, mais il reste Facebook est encore un gros pourvoyeur d'audience, en fait, sous-estimé, même en France. Voilà, on a l'habitude de dire... Pour la partie boomer. Oui, et en fait, ça reste des grosses audiences. Mais en tout cas, au Canada, c'est pas aussi ringard que ça l'est ici. Donc oui, c'est vraiment une loi qui est problématique, que j'espère que tout ça va se conclure de façon heureuse, mais disons qu'en ce moment, je suis pas rassuré. Alors, j'ai lu que l'idée pour toi, c'est d'essayer de contourner les plateformes, c'est essayer d'être moins dépendant. D'ailleurs, j'ai vu cette formule que je trouve très, très juste, hein, c'est que sur les plateformes type Meta, etc., en fait, on est locataire de son audience, pas propriétaire. J'ai trouvé que c'était très juste comme formule. Et donc, tu as lancé les micro-mag. Oui.
peux m'expliquer un peu en 2 mots comment ça marche et comment tu les distribues? Parce que je trouve que ça, pour le coup, c'est une super idée. L'impulsion de départ des micromags, honnêtement, c'était peut-être il y a 6 ou 7 ans. C'est au moment, un peu après, où Snap a introduit le Discovery Channel. Donc, puis il y avait beaucoup de médias en France, aux États-Unis, qui avaient des channels avec des contenus originaux, des contenus plein écran, pensés pour le mobile 100%, donc du premium mobile. Après, bon, évidemment, Instagram a copié les stories, tout ça. Donc, il y avait vraiment donc, les apps avaient des formats de contenu premium, vertical, mobile. Et moi, comme justement, peut-être avec mon passé de designer, de graphiste, j'étais un peu frustré par les sites responsive, les sites web responsive où les contenus sont adaptés au format. Donc, parfois, on le regarde à l'horizontale, à la verticale. Donc, il n'y a pas de format premium. Tout est adapté. Donc, c'est toujours un format... le plus petit dénominateur commun. Et je me suis dit, mais comment on pourrait justement ramener le côté plein écran? Puis moi, je viens de la génération des sites en flash, des webdocs, de tout ça, où vraiment il y avait un espèce de côté cinématographique au web qu'on a perdu justement avec le HTML5. Et à l'époque, je me suis dit, puis je savais, puis ça s'est confirmé, Snap ne viendra jamais au Québec offrir à des médias québécois d'avoir un espace dans Discover. Donc, on s'est dit, mais pourquoi on ne crée pas quelque chose, une plateforme qui serait en HTML, donc qui se distribuerait sans l'intermédiaire d'une app? Donc, c'est que ce soit vraiment du HTML pur. Donc, on a vraiment développé, nous, l'outil avec nos développeurs. On a monté l'outil, le back-end, le front-end, de tout ça. Et il y a 1 an, on a commencé C'est ça, tu l'as lancé il y a 1 an, c'est ça? Il y a 1 an, puis là, il a fallu faire transformer. Et ça a ramené une espèce d'esprit de corps dans nos équipes où les graphistes qui étaient rendus à faire des petites images pour faire une publication dans un CMS comme WordPress. Donc, c'était rendu ennuyant, la direction artistique d'un média dans le monde numérique. Oui, avec une belle couverture. Exactement. Les micromags ont ramené la une, ont ramené de l'animation, ont ramené du plein écran. Donc là, ça fait en sorte qu'on fait un magazine chaque semaine. Comment devenir conspirationniste? Moi, j'ai vu ça, je m'abonne. Ouais, ben voilà. Le principe, c'est quoi? C'est distribué par email et par texto, c'est ça? C'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on envoie les micromags à toute notre audience de newsletter, là, qui est à peu près 85 000 personnes. Mais en cours de route, moi, j'ai dit, c'est un produit qui est pensé pour le mobile. Il faut introduire les abonnements par SMS. Je pense que le clic SMS est beaucoup plus rapide, naturel, organique que cliquer sur un email. En plus, la nouvelle génération, les plus jeunes, les mails, c'est pour le boulot, puis le week-end, ils sont seulement à échanger dans les messageries des apps. Donc, on a vraiment poussé l'abonnement. Puis moi, ma vision, c'est vraiment de faire un abonnement par SMS, de vraiment faire en sorte qu'on booste nos abonnés SMS. Et ce serait SMS parce que moi, j'ai interrogé des gens qui, par exemple, en marge de leur newsletter, avaient lancé aussi des canaux WhatsApp. Alors, WhatsApp, c'est peut-être un peu moins efficace sur ta cible. Et encore, 25-35 cibles, ils ont WhatsApp pour parler avec leur famille. Voilà. Est-ce que c'est un canal? Est-ce que oui, c'est sûr qu'on va utiliser tous les canaux de distribution qui sont dans les appareils mobiles. C'est certain qu'on va les déployer. Messagerie Instagram, trucs comme ça. Les plateformes de Meta, c'est plus compliqué de faire la distribution de masse. C'est aussi les enjeux de distribution de masse dans Messenger et dans Instagram. C'est pas aussi simple que ça peut l'être. Mais en ce moment, disons WhatsApp, c'est possible par contre. Oui, c'est ça. Mais en ce moment, on concentre courriel, SMS. WhatsApp, ça va arriver dans la prochaine année. Ah, d'accord, voilà. Donc c'est dans le pipeline. Mais c'est pas encore en haut de la pile. Alors un dernier sujet sur l'exécution. D'ailleurs deux dernières questions. Donc, il y a une part d'investigation aussi dans ce que vous faites. Urbania France, s'est fait connaître par il y a une enquête qui a bien marché sur Norman Tavo, Norman fait des vidéos, sorti une enquête qui a été pas mal reprise. C'est quoi la part d'investigation dans la production des contenus? On fait des investigations quand on a l'occasion. On n'est pas Mediapart, on n'est pas un média d'investigation. Tu n'as pas une cellule qui... Non, c'est vraiment quand il y a des histoires qui viennent à nous qu'on trouve qu'elles méritent d'être poussées et recherchées. Fait qu'on le fait à l'occasion, mais c'est pas notre objectif permanent. On n'est pas Mediapart et on s'assume très bien. Mais quand on a des histoires qui viennent à nous, dans ce cas-là, c'était une Québécoise qui était celle qui nous avait alerté en fait de sa situation, qui nous avait dit qu'elle parlait avec plein de gens qui avaient vécu la même chose qu'elle. Donc on a été pistés sur l'histoire, donc on a dit on tient quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, puis et on croyait son histoire, elle nous a montré des preuves en privé, donc on est allé à fond de train. Donc, mais je te dirais, c'est pas dans l'ADN pur, que notre rendre d'ordinaire extraordinaire, ça veut pas dire de faire de l'enquête, mais quand on a une histoire qu'on tient, puis qu'on pense qu'il doit être mise au monde, on va aller au bout, puis on va le faire comme
comme des vrais journalistes le font. Alors, justement, si on regarde donc ces médias numériques qui ont mis aussi l'enquête dans leur ADN et qui ont des lignes éditoriales peut-être assez proches. Donc, on a parlé de Vice. Vice a fait faillite. On a BuzzFeed qui a fermé son département news. Vous, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça va bien au Canada. En France, pas que ça va mal, mais disons que on n'est pas encore rentable en France. Je sais qu'on s'en va sur des chiffres, mais non. Mais on y travaille fort, puis on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, si on met de côté ce qui est en train de se passer avec Meta, parce que j'imagine que Meta et Google, là, ça peut vraiment mettre en danger l'activité Google, média. Oui, ça fait surtout en sorte qu'on n'a pas de distribution pour nos contenus originaux. Vous n'êtes pas lu. Et comment tu expliques justement que vous êtes plutôt en train de développer, lancer de nouveaux projets, etc. Voilà, ça va bien. Qu'est-ce qui n'a pas été dans d'autres projets? Qu'est-ce qui fait la différence avec ce que vous faites? Je pense que c'est juste que moi, je vois l'adversité comme un défi. Lancer un média, en 2003, c'était déjà... les gens me regardaient, puis les gens qui avaient publié des magazines me regardaient, mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques, mon vieux, mais moi, j'avais une espèce de candeur à l'origine. J'avais jamais publié de magazine. Je l'ai fait sans savoir quels seraient les problèmes. Parce que c'est pas un secteur facile. Non, mais je suis allé en production télé. Les producteurs télé me disaient « Ah, c'est pas un secteur facile, c'était meilleur. » Moi, j'arrive toujours à la fin, quand le buffet, toutes les crevettes ont été mangées, les saumons fumés. Moi, j'arrive, puis il reste 2 bouts de céleri, puis un peu... Un peu comme l'agence de talent, parce que c'est un marché qui s'est déjà... Enfin, sur le marché français, ça s'est pas mal structuré. Mais... Oui, mais c'est ça, mais c'est correct. Puis après ça, moi, c'est que je fais une espèce de nouvel assemblage différent, comme quelqu'un qui le fait au meilleur de sa connaissance. Mais ça fait en sorte que moi, je n'ai pas d'a priori, je ne suis pas négatif de nature. J'arrive avec une espèce d'enthousiasme, une candeur, qui est celle de l'entrepreneur, je pense, dans la vie, parce que je pense qu'un entrepreneur doit avoir un espèce de rêve inatteignable dans son esprit, puis il fait tout pour l'atteindre, peu importe la manière. Puis c'est comme ça, moi, je pense que... Moi, j'ai lancé mon entreprise, mon agence, à l'origine, c'était pendant le crash du .com. Donc, tu sais, c'est au moment où tout crashait, moi, je lançais une agence web, on faisait c'est au pire moment. Et après, tu sais, on sait que j'arrive toujours à des moments difficiles. Donc, pour moi, quand une pandémie arrive, qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de gens qui baissaient les bras et qui étaient découragés. Nous, on a foncé. Là, on se fait bloquer au Canada, on s'en fout. On lance une agence de talent. On va trouver d'autres façons de distribuer nos contenus. On fait les micro-mags. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, on essaie on tente 10 solutions. Il y en aura pas, les 10 ne fonctionneront pas. Mais au moins, à chaque problème, on cherche des façons d'y répondre. C'est un peu ça notre façon d'avancer. Et de ce point de vue-là, c'est important d'être indépendant, de contrôler complètement ton capital, de ne pas devoir rendre des comptes à des actionnaires qui attendent des niveaux de croissance, des choses comme ça. Enfin, voilà. Est-ce que ça fait partie aussi, c'est une explication aussi possible? Moi, je pense que c'est le gros problème qu'un Vice a eu ou BuzzFeed. C'est le jour où tu fais rentrer des gens au capital, ces gens-là, ils veulent sortir du capital. Quand ils rentrent, parce qu'ils veulent sortir 5 ans plus tard. Donc, la sortie, pour les faire sortir, les faire rêver de sortir un jour, il faut que tu leur dises voici la croissance qu'on va obtenir, voici combien de gens. Puis là, c'était l'époque des réseaux sociaux où tous les réseaux sociaux promettaient d'avoir des audiences incroyables, le volume, on va conquérir le monde. Puis là, les investisseurs, quand tu les déçois, ils te mettent de la pression. Puis là, ils te mettent de la pression pour faire des coupures, changer des choses. Donc là, tu te mets à prendre des décisions qui ne sont pas pour le bien de ton produit ou de ton entreprise, qui sont pour servir des intérêts d'investisseurs. Et là, quand tu nuis au produit, et là, tu t'endettes parce que là, il faut encore avoir de la croissance, il faut faire une acquisition pour aller chercher plus de revenus. Donc là, tu te mets à prendre des décisions qui ne sont pas pour le bien du projet que tu as démarré au départ. Et Vice, c'est exactement ça. Ils se sont endettés, ils ont pris plein d'investisseurs, ils ont promis des choses, ils disaient qu'ils allaient rentrer en bourse, qu'ils allaient acheter tout le monde. Puis finalement, ils étaient endettés jusqu'au cou, les taux d'intérêt ont monté, puis ils n'étaient plus capables de payer leurs prêts. C'est juste des mauvaises décisions d'entrepreneur. Moi, oui, évidemment, moi, avec Urbanist, ça fait 20 ans, puis je roule ma bosse, puis on n'est pas gros comme Brut ou comme les médias américains, mais on est sain, on fait les choses comme il faut, on fait les choses pour les bonnes raisons. Quand je prends une décision, je la prends pour le bien de l'entreprise, de la marque, des gens. Donc moi, c'est à ça que je crois. Après ça, je ne dis pas que j'aurai jamais des partenaires ou des investisseurs, mais je ne l'aurai jamais dans une optique de seulement faire de la croissance pour de la croissance, rentrer en bourse puis faire du cash. Nous, on le dit chez Urbania, on fait de l'argent pour faire du contenu, on ne fait pas du contenu pour faire de l'argent. Ouais. Et ça, je pense, c'est la distinction avec beaucoup d'autres groupes. On fait de l'argent pour faire du contenu. Oui, c'est comme ça. On gagne des sous, puis on ne s'en gêne pas. Puis oui, on est une entreprise à but lucratif, mais notre but lucratif, il sert le contenu. Alors, passons justement aux chiffres. Ouais. On a dit 80 personnes à Montréal, 20 personnes en France. Ouais. Ça, c'est pour l'effectif. Ouais.
On fait de l'argent pour faire du contenu. On fait combien d'argent? Quel est le chiffre d'affaires du groupe? En canadien ou en... Allez, en canadien. À peu près 15 millions d'euros. Puis là, on arrive à encore plus... on arrive bientôt près de 18-19. Là. D'accord. Oui, donc... oui, pour l'année qui s'en vient, parce qu'évidemment, c'est ça, on a un petit peu... on sait à peu près ce qu'on va faire dans l'année qui vient. Sur 2023, tu veux dire? 2023-2024, oui. Ah oui, parce que tu es en année décalée, c'est ça? Nous, on commence le 1er septembre. 1er septembre, d'accord. Et donc, sur ce chiffre d'affaires, quelle est la répartition à peu près entre les différentes activités, si on prend l'activité d'agence de production et surtout l'activité média? Moi, je te dirais que c'est à peu près 2/3 pour la production du visuel, puis 1/3 l'activité d'Urbania Studio et le média. Ah oui, c'est vraiment l'activité audiovisuelle qui tire le chiffre d'affaires. Oui, parce que c'est des projets... là, on a atteint une certaine... Et donc la marge aussi, quand même. C'est que l'audiovisuel, c'est moins de marge, mais des plus gros projets. Ouais. Tandis que mais comme les volumes sont plus gros, à la fin, sur ton PNL, tu as plus de marge qui vient de l'audiovisuel. Un petit peu plus, mais c'est ça, c'est qu'en audiovisuel, comme c'est très subventionné, puis il y a des aides en crédit d'impôt et tout ça, donc la marge de profit, elle est régimentée par la réglementation du secteur. C'est quel niveau d'audience? Et puis je veux bien que tu me donnes les chiffres français, parce qu'on a des annonceurs qui nous écoutent aussi. Donc quel niveau d'audience aujourd'hui? Les audiences, nous, on a vraiment décidé de se positionner justement dans la vidéo. C'est vraiment le cœur. Ouais. On fait un peu de contenu rédactionnel, mais c'est vraiment c'est sur TikTok, Instagram. Il faut aller voir le TikTok d'Urbania. C'est ça. TikTok, c'est devenu notre c'est là où on a nos plus gros succès. On a un journaliste qui s'appelle Mathieu Becbédé qui a créé un prof à peu près qui parle d'environnement, justement, qui est un sujet qui a une coupe pas possible. Oui, puis qui a vraiment une dégaine. Qui a une dégaine, c'est vraiment un talent. Un talent rare, puis le mec écrit, joue, réalise, monte. C'est vraiment une espèce de couteau suisse drôle, un journaliste drôle, ça c'est rare en plus. Avec du contenu hyper... Enfin, c'est très documenté. C'est très documenté, très recherché, mais en même temps, il parle de sujets d'environnement, mais de façon décalée, mais on apprend quelque chose, c'est divertissant, puis les gens le regardent, puis donc c'est des millions de vues, certaines vidéos des millions de vues. On a 600 000 abonnés sur TikTok. Alors moi, je suis tombé sur une vidéo, c'est comme ça qu'on vous a découvert. Et je l'ai mis tout de suite dans notre Spot. Spot, c'est notre process interne pour détecter ce qui se passe un petit peu dans les médias un peu partout. Et voilà, ça a intéressé tout le monde. On a fait une newsletter, on a parlé de vous à l'époque. Non, c'est vraiment super. Peut-être juste pour conclure, l'avenir, quels sont les gros projets? Et puis après, on va parler de ta routine éditoriale, mais peut-être sur Urbania, les gros projets que tu envisages pour l'année qui vient? L'année qui vient, en France, c'est vraiment d'augmenter la force de vente, de ramener des sous, parce que là, évidemment, c'est un investissement, puis de grossir l'audience. Pour faire des contenus, pour grossir l'audience, pour faire du meilleur contenu, pour aller chercher plus de talent. Donc, c'est vraiment c'est un défi, justement, qu'on a, parce que là, on existe à peine dans l'esprit des gens. On est encore en train de se faire connaître. Au début, on cogne aux portes, on dit qu'on existe. Donc, on est vraiment comme dans le premier tiers de notre existence au Canada. On est dans le moment où on clame notre existence aux gens. Donc, c'est vraiment... Puis c'est l'étape la plus difficile, puis c'est l'étape où on est le plus de propension à se décourager, parce qu'on a l'impression de travailler très fort puis que ça ne perce pas. Mais c'est souvent ça aussi, quand tu es entrepreneur, il faut traverser cette épreuve qui est c'est faire sortir la locomotive de gare. Une fois que la locomotive est partie, c'est plus facile de la faire accélérer, mais c'est de la faire démarrer, là, puis on est encore... La locomotive a commencé à bouger, mais on n'est pas encore à pleine vitesse. Bon, moi je souhaite à ce que la locomotive parte, parce que effectivement, vous l'avez compris, nous, on aime beaucoup Urbania. Ouais, j'ai pas d'action, on est d'accord. Non, c'est... en toute transparence, non, vous n'êtes pas actionnaire. Voilà, on s'est pas actionnaire. Et puis, on s'est pas mis d'accord sur un chèque. Non, absolument pas. Bon, très bien. Mince. Ta routine éditoriale, donc toi, en tant que patron de médias, d'une part, alors, peut-être deux questions, c'est qu'est-ce que tu regardes pour justement rester connecté avec les sujets qui intéressent ton audience, pour voir un petit peu, pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe sur tes marchés. Et puis aussi, qu'est-ce que tu regardes ou que tu écoutes ou tu lis pour nourrir ta réflexion d'éditeur média? Moi, je suis très presse écrite. Le matin, je fais ma tournée des apps. Je lis The Guardian au UK, je lis le New York Times.
la presse à Montréal, Le Devoir, le Journal de Montréal, donc tous les médias québécois principaux, les journaux. Beaucoup de médias. Tous les matins, tu lis... Oui, je scanne chaque app, puis je regarde toutes les manchettes, je regarde justement l'ordre des nouvelles. J'aime bien voir justement comment chaque média hiérarchise son information, qu'est-ce qui fonctionne bien. En France, je suis abonné au Monde. Puis après ça, sur les réseaux sociaux, c'est sûr que je vais consommer des contenus à la pièce de tous les médias qui sont les Combini, Brut, etc. Et les nôtres, évidemment. Mais donc, j'essaie vraiment de faire mon tour d'horizon, mais ça, je fais ça toute la journée. Je vais toujours surveiller. Moi, je suis vraiment justement dans... à chaque fois que j'ai une pause, je fais le tour de mes apps médias. C'est vraiment mon réflexe initial. En France, qu'est-ce qui retient ton attention? Les médias que tu aimes bien, qui ont une patte, quelque chose que tu trouves vraiment sympa? Ben moi, c'est sûr que le média que j'admire et que j'aimerais qu'on devienne meilleur qu'eux, c'est Society. Ah, voilà. Qui est un média papier, mais avec qui on partage justement cette origine. Mais moi, c'est vraiment le média avec qui tu vois des idées, tu dis, j'aurais aimé ça qu'on fasse ce sujet, j'aurais aimé ça qu'on... Et Franck Hamès aussi, il a le même parcours. Il a lancé un magazine au début avec des potes qui parlent de foot et puis ça a pris. Ben oui, c'est ça. Puis je l'ai rencontré, Franck Hamès, puis c'est vraiment, j'ai senti le même genre un passionné. Un passionné qui fait les choses pour les faire bien. Puis ça, je respecte. Puis moi, c'est certain que Society, chaque fois que je vois un magazine, je suis comme, tel sujet, on aurait dû le faire. C'est pas de l'envie, c'est plus une espèce d'émulation. Puis après, là, ça va sembler un peu, c'est pas vieux jeu, mais Le Monde, moi, je respecte, je trouve, c'est le New York Times de la France. Moi, j'aime beaucoup aussi le Sémaphore qui est né récemment, là, qui est de Ben Smith, là, qui était le rédacteur en chef de BuzzFeed News, qui était chroniqueur média au New York Times, qui a lancé Sémaphore. Qui est vraiment bien. Et puis, mon bonbon de ma semaine, c'est le samedi, je reçois le Financial Times, l'édition du week-end, en papier, du papier jaune, rosé. Absolument. Saumon. Et puis ça, je vous avoue que je pense que c'est le meilleur journal. Chaque article est bon. C'est rare qu'on puisse dire ça, mais... Ouais, si on n'a pas l'expérience, il faut aller lire la presse anglo-saxonne, en particulier britannique. On aurait pu parler aussi d'économistes, etc. Ouais. Mais Financial Times, l'édition week-end du Financial Times, je trouve c'est le bon équilibre entre quelque chose qui est une lecture du samedi. Donc, tu vas suivre tous les enjeux de politique internationale ou financiers, mais tu as aussi le Lunch With, qui est un grand portrait de quelqu'un, de journaliste qui est allé manger un lunch avec une personnalité du moment. Donc, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est le meilleur journal au monde. Et leur édition de luxe, qui a un titre qui m'a toujours fait marrer, c'est How to Spend It. Voilà, et oui. Et même ça, je le lis. C'est vraiment... C'est hors de ma portée financièrement, mais c'est pas grave. Voilà, là, faut avoir réussi sa vie, la Rolex à 50 ans, etc. Je suis pas rendu là. Et sur le plan... éditeur, c'est en fait ce que tu regardes ou ce que tu écoutes, ce que tu vois pour travailler, pour avoir des idées d'éditeur en fait. Avec ça, j'écoute beaucoup de podcasts. Chaque fois que je vais travailler, j'écoute des podcasts professionnels. Et tu m'as donné 2 pépites. En fait, moi, c'est vraiment... c'est Brian Morrissey, qui est l'ancien rédacteur en chef de DigiDay, qui a quitté, qui était maintenant à son compte, qui a lancé un Substack qui s'appelle The Rebooting, qui est vraiment une réflexion justement sur... Alors, juste pour... DigiDay, c'est un média qui s'intéresse, en fait, qui est fait pour les éditeurs et pour les gens du monde de la pub. L'équivalent de CB News ou Stratégie en France. Ouais, avec quand même une grosse... avec un pendant éditeur pub qui est plus équilibré quand même. Stratégie CB News, c'est très, je trouve, très pub. Très marketing, très marketing. Eux, c'est les deux. C'est ça, ils ont les deux audiences cibles, puis les deux se nourrissent. Les deux se nourrissent. Et le Substack, donc c'est une newsletter donc payante, mais... non, gratuite dans son gratuite, cas. en l'occurrence. Et c'est The Rebooting, donc il a lancé ça il y a 2 ans, je pense. D'accord. Et donc à chaque semaine, il y a aussi un podcast qui est The Rebooting, donc il reçoit des patrons de presse ou des patrons de l'industrie de la pub, mais toujours avec un angle média. Et lui, sa réflexion, c'est beaucoup sur les Sustainable Media Models, donc des modèles de médias durables, on va dire. Donc, une réflexion sur c'est quoi le média de demain, c'est quoi, justement, comment on peut bâtir une entreprise média saine qui n'est pas justement juste une quête vers le volume, le nombre d'audiences, mais d'avoir un modèle d'affaires diversifié ou en tout cas une réflexion sur faire les choses bien, en fait. Puis ça m'inspire. Et il fait un podcast aussi qui s'appelle People versus Algorithms, qui est une discussion à 3. Donc, c'est Brian Morrissey, dont je viens de parler, Troy Young, qui est l'ancien patron de Hearst, le groupe média Hearst aux États-Unis, et Alex Schleifer, qui est l'ancien directeur du design de Airbnb. Donc, c'est des conversations de bistrot à propos de l'avenir des médias, à propos de tout ce qui se passe dans le monde des médias, mais vraiment des discussions à bâton rompu.
où chacun a un peu son casting. Troy Young, c'est un peu le vieux patron de presse qui aime la pub. C'est un très gros groupe média. Hein. Oui, beaucoup de magazines papier très connus. Donc lui, c'est le défenseur du modèle économique de la publicité, tout ça. Brian Morrissey, qui est le journaliste, lui qui est un peu le mec qui est indépendant puis qui essaie juste de faire des choses de façon idéale. Et il y a Alex Schleifer, qui est vraiment le mec type Silicon Valley qui dit que les médias, c'est fini, que la conversation. Mais sinon, c'est ça, les livres que je lis souvent des bios de gens qui autour des médias. C'est vraiment ma passion, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la vie, là, c'est comment bâtir une entreprise média pérenne. Comment bâtir une entreprise média pérenne? Philippe Lamarre, en tout cas, ça fait déjà 20 ans sur Urbania et on se revoit dans 20 ans pour parler des 40 ans d'Urbania. Oui, peut-être avant. Et la nouvelle verticage sur le bel âge que j'aurai lancé. On sera un média pour les jeunes vieux. Pour les jeunes vieux, très bien. Merci Philippe Lamarre d'avoir traversé l'Atlantique pour venir jusqu'à nous. Merci pour la limousine à l'aéroport. Pour la limousine à l'aéroport. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Story of Story. En tout cas, merci Philippe Lamarre. Et on te suit sur LinkedIn et on suit bien sûr Urbania FR. Et notamment Urbania FR sur le site et puis sur TikTok. Voilà. Merci. Merci.